Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Et ce soir, nous lirons l'avant-dernière nouvelle, la 6e si je ne m'abuse, le Toumaï des éléphants. D'ailleurs, à chaque fois je dis le Toumaï, mais c'est juste Toumaï des éléphants. Bref. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, sachez qu'il s'agit d'une rediffusion d'un live ayant eu lieu sur Twitch. De ce fait, forcément, je vais dialoguer avec le chat, avec les viewers. Donc, si vous n'avez pas envie de vous taper ces discussions, ce que je pourrais tout à fait comprendre, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes vous permettant de naviguer dans la vidéo pour aller directement à la lecture. Voilou. Et j'accueille déjà, alors je ne sais pas si je l'accueille, parce que je pense qu'elle m'a mis en host automatique, mais en tout cas, Princess Crow, comme d'habitude, merci pour le host, ça fait extrêmement plaisir, et je pense que ça aide bien la chaîne, je pense que pas mal des gens, je pense que pas mal des nouvelles personnes arrivées récemment viennent grâce à ça, dans le sens où ça me fait de la visibilité, du coup Twitch le recense, et du coup Twitch me met plus en avant, je pense. Ce sont mes suppositions. Et du coup, bonsoir Fallen Angel. Merci de nous souhaiter la bonne fête nationale. C'est vrai que toi tu es québécoise donc c'est pas la même fête. Et mais du coup, j'espère que la lecture te sera agréable pendant ta phase de ménage, Fallen Angel. Bon courage à toi, bon courage. Et puis bonne écoute du coup. Et bonsoir Glaea qui nous rejoint également. Ça fait une grosse semaine je crois que tu avais commencé à follow la chaîne Glaea. En tout cas, merci beaucoup de revenir, ça me fait super plaisir. Je me dis que au moins ça t'a suffisamment intéressé ou interpellé pour que tu aies l'envie de revenir. Donc du coup, ça me fait très plaisir et ça me touche droit dans mon petit cœur. Donc merci Glaea, merci Fallen Angel d'être là, merci Princess Crow pour le host. Merci à vous tous, vous êtes géniaux. Bienvenue, installez-vous, détendez-vous, prenez à boire, à manger. On va bientôt commencer la lecture. Détendez-vous, c'est le plus important. On est en mode repos. Je vous souhaite à tous la bonne santé. Et je suis en train de mourir de chaud. On vient de commencer le live et je suis déjà à la limite de ce que je peux endurer. Non, en réalité, ça devrait aller. Mais c'est vrai qu'il fait très très chaud ce soir. Décidément, la lecture globale du livre de la jungle aura été réalisée dans des conditions extrêmes de part en part. Et du coup, Glaea, pas de soucis, ça me fait plaisir aussi de savoir que certaines personnes puissent dessiner en même temps que ma lecture. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça, notamment Chassoad qui l'a fait beaucoup, et je trouve ça super fun, je trouve ça plutôt super cool. Bref, donc bon dessin à toi Glaea, n'hésite pas à nous montrer une fois que tu auras terminé si tu veux. Nous le montrer, n'hésite pas. Et du coup... je vais commencer par une petite introduction, comme d'habitude, où je vais un peu vous parler de ma life, vous raconter les projets en cours, ce qui a pu se passer depuis le dernier live. Et j'ai pas mal de choses à vous dire, mais ça devrait se résumer en peu de phrases, donc ça devrait aller. Parce que je me suis rendu compte, lors de la dernière diffusion, et donc en mettant en ligne la rediffusion, que j'avais énormément parlé, bavardé tout seul, pendant l'introduction, enfin tout seul, non avec vous en partie, mais... voilà, j'avais un peu abusé sur les temps d'intro, de pause et d'outro, donc j'étais pas content, je me suis tapé sur les doigts. En plus avec les lives qu'on effectue en ce moment sur le livre de la jungle, vu que c'est un recueil de nouvelles, à chaque fois je fais un live, une nouvelle, donc c'est des lives très courts avec très peu de lecture au final. Donc j'avais pas envie de faire des intros et des pauses expansives à l'infini, mais bon, bref. Du coup, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. Déjà, la dernière fois qu'on a live, c'était... alors attendez, on est le samedi 14, donc la dernière fois qu'on a live, ça devait être mercredi, je pense. Et du coup, mercredi, juste après le live, je passe chez Cora, l'ami Cora dont je suis modérateur. J'enjoy le live, normal, et d'un coup, il me dit... ah bah t'as pas envie de passer en live avec moi et tout. Donc au final, pour la 3e fois, on s'est fait un live d'analyse de clips animés en fait, d'animation de clips. Donc si ça peut vous intéresser, c'est vraiment une ambiance détente maximum. C'est-à-dire qu'on se pose devant des vidéos,
devant des clips animés et on dit ah bah ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je pense que c'est bien parce que c'est fait de telle manière, ça utilise telle technique, etc., etc. À savoir que moi je suis très néophyte, je suis pas un pro de l'animation, pas du tout même. Donc c'est vraiment un avis de néophyte. Cora étant un peu plus versé dans le dessin, etc., il s'y connaît un peu plus sur les termes techniques. Mais de toute manière, comme je le disais, ce sont des discussions très chill où on se pose tout simplement tous ensemble pour discuter un peu d'œuvres d'art au final, qu'on découvre ensemble. Donc c'est assez sympa comme ambiance, et du coup là c'était vraiment sous le coup de la surprise, mais bon ça me faisait plaisir de le faire. Donc n'hésitez pas à surveiller ça parce que ça risque de se reproduire encore quelques fois sur la chaîne de Cora Live. D'ailleurs, Cora, je vais en parler pas mal aujourd'hui, bizarrement. Déjà parce que Cora est en train de mettre à jour, entre guillemets, sa chaîne. Petit à petit, pour les 1 an de sa chaîne, en fait, il veut faire table rase du passé. Non, enfin, il veut promouvoir une nouvelle image de la chaîne, disons. Du coup, il a préparé des nouveaux templates, des nouveaux overlays, tout simplement des nouvelles décorations, si on peut dire, pour sa page de stream et pour son stream. Et les petits aperçus qu'on a eus sont extrêmement jolis. Donc ça m'a bien botté et ça m'a un peu titillé à faire la même chose. Je vous en avais parlé la dernière fois. Je risque logiquement d'avoir 20 € de bons cadeaux par Twitch parce que j'ai répondu à un sondage, etc. Enfin bon, bref. Et du coup, je vous avais dit que j'aimerais bien les investir peut-être pour avoir une meilleure cam ou avoir un meilleur micro ou peut-être avoir une lumière pour pouvoir m'éclairer, avoir un meilleur éclairage sur la vidéo, etc., etc. Je ne sais pas encore de ce... Enfin, de ce qu'il en retournera, ça se dit pas vraiment, mais bon, bref. Mais, en tout cas, c'est vrai que c'est une motivation ces derniers temps. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette envie, tout simplement parce que je suis relativement satisfait de l'overlay de la chaîne actuellement. Et ça fait longtemps que je m'étais pas dit de rajouter quelque chose ou de changer quelque chose, tout simplement parce que j'étais satisfait. Et je le suis toujours. Mais c'est vrai que ça commence à faire longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveautés, on va dire. Et je me tâte ces temps-ci à peut-être ajouter des choses ou changer des choses en espérant tout simplement que ça soit plus agréable pour vous ou qu'il y ait peut-être plus d'options. Parce que maintenant sur Twitch on peut mettre des tonnes de choses, genre des extensions avec des mini-jeux et tout. Enfin... C'est un bordel, on peut faire plein de choses maintenant sur Twitch, c'est incroyable. Donc voilà, il y en a beaucoup que je trouve un peu... Il y a beaucoup de ces fonctionnalités que je trouve un peu gadget et pas très utiles. Mais je me tente, et puis il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc peut-être je me laisserai tenter par ce genre de nouveauté. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire vous si vous pensez que la qualité du live est suffisante, que vous voudriez bien peut-être que ça s'améliore sur tel ou tel point, et ainsi de suite. Mais bon, alors, en tout cas, sachez que je songe à faire quelques changements ou quelques nouveautés. Si ça se trouve, je le ferai pas du tout, mais en tout cas, ça me trotte un petit peu en tête. Et du coup, bonsoir Princess Crow, ça fait plaisir que tu sois là. Du coup, Princess Crow, comme je le disais tout à l'heure, merci pour le host, mais je suppose que tu m'as mis en host automatique, vu que à chaque fois, j'ai l'impression que tu me hostes en début de live. Et du coup, si c'est le cas, merci beaucoup pour ça, Princess Crow, c'est vraiment super gentil de ta part. Sinon, encore d'autres infos que j'avais à vous donner. Encore par rapport à Cora, décidément. Lors du coup du live qu'on a réalisé avec Cora il y a de cela 3 jours, on a ensuite un petit peu dialogué en privé, parce que bon, c'est à force que je sois son modo et à force qu'on parle énormément ensemble et qu'on passe énormément de temps ensemble, on est devenu un petit peu poteau, c'est normal. Et du coup, on a eu une petite discussion de vive voix. Une discussion fort agréable comme d'habitude avec l'ami Cora. Et du coup, voilà, on a un peu discuté de nos projets respectifs sur le long terme, sur le court terme, etc. etc. Et ça a été un peu mon sauveur, entre guillemets, ça a été un peu le déclic au final, donc vous pourrez dire merci à Cora d'ailleurs. Mais grosso modo, il m'a partagé un site qui me permettrait éventuellement de réaliser l'un de mes projets en cours, qui était un peu... pas en pause, mais qui avait du mal à se développer parce qu'il fallait que je me renseigne sur ça et que j'avais vraiment du mal à savoir où me renseigner. Mais tout simplement, Cora m'a proposé un site qui permet de créer son jeu de société de A à Z, entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment, vous pouvez créer la boîte, vous pouvez créer le livret de règles, vous pouvez créer le plateau de jeu, vous pouvez créer les cartes, vous pouvez créer les pions, vous pouvez vraiment
tout contrôler de A à Z. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour ce que je veux faire, puisque à terme, ce que j'aimerais avec le jeu Mission Secrète, puis plus tard peut-être avec le jeu La Nuit des Monstres, bah, ça serait proposer un Ulule et vous permettre, si le cœur vous en dit, de financer avec moi ce projet et de peut-être recevoir au final l'acheter quoi, et recevoir ce jeu entre vos petites mimines, que vous puissiez le découvrir, et puis j'espère qu'il vous plaise. Donc voilà, c'est un peu le projet sur le long terme, sauf que le fait que j'ai eu accès à ce site m'a donné des informations plus concrètes, c'est-à-dire que j'ai pu savoir le prix à peu près de certaines choses que jusqu'à présent j'avais vraiment du mal à savoir, parce que d'un site à l'autre ça variait vachement. Et là, voilà, je sais ce qui est faisable à peu près, je sais ce qui est faisable en termes de prix et de production et d'impression, etc. Je sais que sur ce site, justement, il n'y a vraiment, a priori, pas besoin de passer par un tierce. Je peux vraiment tout faire moi-même, tout gérer de A à Z, avec Chassoade, bien sûr, l'illustratrice. Donc du coup, je pense que c'est vraiment si ce n'est la solution finale, ça sera une solution très importante qui nous permettra de tout simplement de mieux appréhender comment réussir entre guillemets ce crowdfunding, ou comment le faire mûrir. Donc voilà, dans tous les cas ça sera très cool, et du coup ça a mis en branle beaucoup de choses, tout simplement parce que du coup j'ai beaucoup rebossé sur Mission Secrète ces derniers jours, mais sur des termes un peu plus chiants, mais qu'il faut faire. Ça va être entre guillemets de la comptabilité, se dire comment je vais pouvoir réussir à entrer dans les prix et proposer un jeu pas trop cher mais de bonne qualité, et puis calculer les frais d'envoi, les contreparties, les paliers sur Ulule pour ceux qui connaissent comment fonctionne Ulule. Donc, et trouver des idées aussi, parce que c'est pas le tout, il faut trouver des choses originales et intéressantes, parce que voilà, en contrepartie, je sais pas moi, en contrepartie, je pourrais vous faire gagner des stickers de football pour votre frigo, mais ça n'aurait juste aucun rapport à ce que je fais. Donc voilà, faut trouver quelque chose qui ait du sens, qui soit original, qui soit intéressant, et je mets un point d'honneur à ne pas faire de choses inutiles entre guillemets, et à respecter des prix pas trop chers, parce que voilà, je trouve que beaucoup de choses sont très chères. Donc voilà, disons que j'ai certaines valeurs morales qui font que j'ai envie de faire les choses bien et de pas me foutre de vos gueules, tout simplement. Donc voilà un peu les news, voilà tout ce dont je réfléchis en ce moment, et tout ça pour vous dire que ça avance bien, et que là le prochain, comment dire, il y a plein de petites étapes que je vous donne pas parce que ça se fait en privé dans mon coin ou avec Chassoade l'illustratrice, mais dans mon idée, la prochaine grosse étape qui aura peut-être un impact sur vous, ou du moins dont je vous parlerai en détail, et je pense peut-être même faire des vidéos là-dessus, parce que je trouve que ça peut être intéressant de vous mettre au courant de l'étapement et le développement de ce projet jusqu'à ce qu'il arrive sur Ulule, et une fois qu'il sera sur Ulule, d'autant plus vous mettre au courant de ce qui se passe. Mais grosso modo, je pense que la prochaine étape importante concernant ce projet sera fin août. Donc ça sera très certainement courant septembre plutôt, le temps que je le reçoive, etc. Mais en gros, j'aimerais bien qu'on bosse d'arrache-pied, entre guillemets, avec l'illustratrice, pour que fin août, on ait un jeu très proche d'une version finale, et qu'on puisse lancer tout simplement un prototype. Donc du coup, j'achèterai un prototype auprès du site, certainement, afin de pouvoir le recevoir, et de voir si le jeu fonctionne parfaitement avec le matériel que je compte mettre dans la boîte, si la qualité de la boîte, des cartes, de tout le matériel, du livret, etc., est suffisante pour ce que j'aimerais produire, si ça me revient pas trop cher, si les frais d'envoi sont convenables, s'il n'y a pas d'erreur ou de perte de matériel sur la route, ou enfin voilà, plein de choses comme ça, ou même aussi si on s'est trompé sur, par exemple, je dis n'importe quoi, mais des erreurs de découpe pour l'impression des cartes, ou des erreurs de colorimétrie, et ainsi de suite.
Donc voilà, ça va être une grande aventure et ça va être un joyeux bazar parce que vraiment ça va être énormément d'informations à collecter et j'essaie de faire ça un maximum seul. Aussi pour des questions de revient, tout simplement parce que si je fais ça seul, ça coûte moins cher que si je délègue à d'autres personnes qui demanderont à être payées. Donc là voilà, moi je fais ça un maximum en bénévole, on va dire, entre guillemets. Je fais ça un maximum tout seul ou avec mon illustratrice qui est un peu dans le même mood que moi sur ces questions. Donc voilà, et également mon père, donc du coup un grand merci à lui parce que j'ai de la chance qu'il m'aide dans ce projet, donc c'est cool. Et voilà, je pense avoir dit à peu près tout. En vérité, j'ai énormément de choses que je pourrais vous révéler, mais il y a des choses que je garde secrètes, il y a des choses que je ne garde pas secrètes, mais que je vous dis pas parce que j'en suis pas encore sûr, donc je veux pas faire des fausses promesses. Et enfin, il y a des choses que je pourrais vous dire, mais on en aurait pour un live complet, et je ne sais pas si ce sont des informations qui vous intéressent particulièrement, puisque c'est plus des informations d'ordre technique par rapport à ce que moi je vais réaliser avec Chassoad en privé, etc., etc. Voilou, et du coup, oui, Princess Claw, je suis d'accord avec toi, c'est génial, et merci Cora, vraiment merci, parce que ça m'a donné un sacré coup de boost pour mon projet, et là, en ce moment, je suis bien galvanisé, et j'ai bien envie d'aller plus loin, et voilà. Je suis bien motivé, donc ça fait très plaisir. Sur toutes ces bonnes nouvelles, j'ai envie de dire, on va s'arrêter là pour l'introduction de ce live et on va se lancer enfin dans la lecture du livre de la jungle de Rudyard Kipling avec la nouvelle de ce soir, Toumaï des éléphants. Merci beaucoup Princess Crow, ça fait super plaisir, j'ai hâte de vous montrer mes projets également. Et du coup, Toumaï des éléphants est composé ce soir de 26 pages. Enfin, il est composé tous les soirs de 26 pages. Mais la nouvelle de ce soir est composée de 26 pages. Et du coup, je vais faire une lecture de 13 pages, une pause, une lecture de 13 pages. Voilà comment va se découper le live de ce soir. Et on aura terminé cette nouvelle, donc ça sera très très bien. Je me suis pas trop spoilé ce qu'était l'histoire. J'ai juste lu le début de la nouvelle pour me remettre un petit peu dans le bain de la lecture à voix haute. Et je me suis rendu compte que l'histoire allait peut-être être un peu triste ce soir. Donc ce n'est pas pour but de vous rendre triste, chers amis, mais je vous préviens, ça risque d'être un petit peu émotion parfois, je pense. Nous verrons bien. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner cette histoire. Pour le moment, vraiment, toutes les nouvelles, quasiment, je les ai appréciées, voire beaucoup appréciées. Je pense que la seule que j'ai pas trop aimée, c'est Au tigre. C'est la seule où je dirais peut-être pas ouvertement, j'aime bien. Mais disons, je dirais plus, ouais, ça passe. Bref, vous voyez la nuance. Sur ce, on est parti pour la lecture, parce que là, j'ai déjà fait une bonne grosse intro. Donc, c'est pas bien, il faut me taper sur les doigts. Il faut me rappeler à l'ordre. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute, Fallen Angel, pendant ton ménage. Beau courage. Bonne écoute, Glaïa, et beau courage pour ton dessin. Et enfin, bonne écoute Princess Crow, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube, et à tout à l'heure pour la pause. Toumaï des éléphants. Je me souviens de qui je fus, j'ai brisé cordes et chaînes. Je me souviens de ma forêt et de ma vigueur ancienne. Je ne veux plus vendre mon dos pour une botte de roseaux, je veux retourner à mes pères, au gîte vert des taillis clos. Je veux m'en aller jusqu'au jour, partir dans le matin nouveau. Parmi le pur baiser des vents, la claire caresse de l'eau. J'oublierai l'anneau de mon pied, l'entrave qui veut me soumettre. Je veux revoir mes vieux amours, les jeux de mes frères sans maître. Kala Nag, autrement dit serpent noir, avait servi le gouvernement de l'Inde de toutes les manières dont un éléphant peut servir, pendant 47 années. Et comme il avait au moins 20 ans lors de sa prise, cela lui faisait environ 70 ans à cette heure, l'âge mûr des éléphants. Il se souvenait d'avoir un gros bourrelet de cuir attaché sur le front, poussé pour dégager un canon enlisé dans la boue profonde, et c'était avant la guerre afghane de 1842, alors qu'il n'avait pas encore atteint la plénitude de sa force. Sa mère, Radha Pyari, Radha la favorite, prise dans la même chasse que lui, n'avait pas manqué de lui dire, avant que ses petites dents, ses défenses de lait, fussent tombées, « Les éléphants qui ont peur attrapent toujours du mal. » Et Kala Nag connut la vie pour sage, car, la première fois qu'il vit un obus éclater,
Il recula en criant, creva une rangée de faisceaux, et les baïonnettes le piquèrent dans ses parties les plus tendres. Aussi, ses 25 ans sonnés, était-ce fini pour lui d'avoir peur, et devint-il par là même l'éléphant le plus choyé et le mieux pensé dans le service du gouvernement de l'Inde. Il avait transporté des tentes, 1200 livres de tentes, durant la marche à travers l'Inde supérieure. Il avait été hissé sur un navire au bout d'une grue à vapeur, et après des jours et des jours de traversée, on lui avait fait porter un mortier sur le dos dans un pays étranger rocailleux très loin de l'Inde. Il avait contemplé l'empereur Théodore étendu mort dans Magdala, puis était rentré par le même steamer avec tous les titres, disaient les soldats, à la médaille d'Abyssinie. Il avait vu ses camarades éléphants mourir de froid, d'épilepsie, de faim et d'insolation dans un endroit appelé Ali Musjid, 10 ans plus tard. Quelques mois après, envoyé à des milliers de miles dans le sud, il traînait et empilait de grosses poutres en bois de teck au chantier de Moulmein. Là, il tuait à moitié un jeune éléphant insubordonné qui voulait esquiver sa juste part de travail. Après quoi, quittant le transport des bois de charpente, il s'était vu employé avec quelques douzaines de compagnons dressés à cette besogne à la capture des éléphants sauvages dans les montagnes de Garo. Les éléphants, le gouvernement de l'Inde y veille avec un soin jaloux. Il y a un service tout entier qui ne s'occupe que de les traquer, de les prendre, de les dompter et de les distribuer d'un bout du pays à l'autre suivant les besoins et les tâches. Kala Nag, debout, mesurait 10 bons pieds aux épaules. Ses défenses avaient été rognées à 5 pieds et, pour les empêcher de se fendre, leurs extrémités étaient renforcées de bracelets de cuivre. Mais il savait se servir de ses tronçons mieux qu'éléphant non dressé de ses vraies défenses aiguës. Quand, après d'interminables semaines passées à rabattre avec précaution les éléphants éparses dans les montagnes, les 40 ou 50 monstres sauvages étaient poussés dans la dernière enceinte, et que la grosse herse, faite de troncs d'arbres liés, retombait avec fracas derrière eux, Kala Nag, au premier commandement, pénétrait dans ce pandémonium de feu et de barrissement. C'était à la nuit close en général, et la lumière vacillante des torches rendait malaisé de juger les distances. Il choisissait dans toute la bande le plus farouche des porte-défense, puis le martelait et le bousculait jusqu'à le réduire au calme, tandis que les hommes, montés sur le dos des autres éléphants, jetaient des nœuds coulants sur les plus petits et les attachaient. Rien dans l'art de combattre que ne connut Kala Nag, le vieux et sage serpent noir. Il avait plus d'une fois dans son temps soutenu la charge du tigre blessé, et sa trompe charnue soigneusement roulée pour éviter les accidents, frappait de côté dans l'air d'un rapide mouvement de tête en coup de faux. La brute bondissante, un coup de sa propre invention, l'avait terrassée, et agenouillé sur elle de tout le poids de ses genoux énormes. Il en avait exprimé la vie accompagné d'un râle et d'un hurlement. Après quoi, il ne restait plus sur le sol qu'une loque rayée, ébouriffée, qu'il tirait par la queue. « Oui, disait Grand Toumaï de son cornac, le fils de Toumaï le Noir. » Pardon, excusez-moi, je ne sais pas bien si c'est du dialogue ou du récit, je reprends. « Oui, disait Grand Toumaï son cornac, le fils de Toumaï le Noir qu'il avait mené en Abyssinie et le petit-fils de Toumaï des éléphants qu'il avait vu prendre. Il n'y a rien au monde que craigne le serpent noir excepté moi. Il a vu 3 générations de notre famille le nourrir et le panser, et il vivra pour en voir 4. Il a peur de moi aussi, disait petit Toumaï en se dressant de toute sa hauteur, 4 pieds, sans autre vêtement qu'un lambeau d'étoffe. Il avait 10 ans. C'était le fils aîné de Grand Toumaï, et, suivant la coutume, il prendrait la place de son père sur le cou de Kala Nag lorsqu'il serait grand lui-même, et manierait le lourd ancus de fer, l'aiguillon des éléphants, que les mains de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père avaient poli. Il savait ce qu'il disait, car il était né à l'ombre de Kala Nag. Il avait joué avec le bout de sa trompe avant de savoir marcher. Il l'avait fait descendre à l'eau dès qu'il avait su marcher, et Kala Nag n'aurait pas eu l'idée de désobéir à la petite voix perçante qui lui criait des ordres, pas plus qu'il n'aurait eu l'idée de tuer le petit bébé brun, le jour où Grand Toumaï l'apporta sous les défenses de Kala Nag, et lui ordonna de saluer celui qui serait son maître. « Oui, dit petit Toumaï, il a peur de moi. » Et il marcha à longues enjambées vers Kala Nag, l'appela vieux gros cochon, et lui fit lever les pieds l'un après l'autre. « Ouah, dit petit Toumaï, tu es un gros éléphant. » Il secoua sa tête ébouriffée en répétant ce que disait son père. « Le gouvernement peut bien payer le prix des éléphants, mais c'est à nous, Maouts, qu'ils appartiennent. Quand tu seras vieux, Kala Nag, il viendra quelque riche Raja qui t'achètera au gouvernement, à cause de ta taille et de tes bonnes manières.
Et tu n'auras plus rien à faire qu'à porter des boucles d'or à tes oreilles, un dé d'or sur ton dos, des draperies rouges brodées d'or sur tes flancs, et à marcher en tête du cortège royal. Alors, je serai assis sur ton cou, ô Kalanag, un Ankus d'or à la main, et des hommes courront devant nous, avec des bâtons dorés en criant « Place à l'éléphant du roi !» Ce sera beau, Kalanag, mais pas aussi beau que de chasser dans les jungles. « dit Grand Toumaï, tu n'es qu'un petit garçon et aussi sauvage qu'un veau de buffle. Cette façon de passer sa vie à courir du haut en bas des montagnes n'est pas ce qu'il y a de mieux dans le service du gouvernement. Je me fais vieux, et je n'aime pas les éléphants sauvages. On me donne des lignes à éléphants en briques, une stalle par bête, des pieux solides pour les amarrer en sûreté, et de larges routes unies pour les exercer, au lieu de ce va-et-vient toujours en camp volant. Ah, les casernes de Cawnpore avaient du bon. Tout près un bazar et 3 heures seulement de travail par jour. Petit Toumaï se rappela les lignes à éléphants de Cawnpore, et ne dit rien. Il préférait beaucoup la vie de camp, et détestait ces larges routes unies, les distributions quotidiennes de foin au magasin à fourrage, et les longues heures où il n'y avait rien à faire qu'à surveiller Kalanag piétinant sur place entre ses piquets. Ce qu'aimait Petit Toumaï, c'était l'escalade par les chemins enchevêtrés, que seul un éléphant peut suivre, et puis le plongeon dans la vallée, la brève apparition des éléphants sauvages pâturant à des miles au loin, la fuite du sanglier et du paon effrayés sous les pieds de Kalanag, les chaudes pluies aveuglantes, après quoi fumaient toutes les collines et toutes les vallées, les beaux matins pleins de brouillard quand personne ne savait où l'on camperait le soir, la poursuite patiente et minutieuse des éléphants sauvages et la course folle, les flammes et le tohu-bohu de la dernière nuit, quand, rués en masse à l'intérieur des palissades, comme des rochers dans un éboulement, ils découvraient l'impossibilité de sortir et se lancer contre les poteaux énormes, repoussés enfin par des cris, des torches flamboyantes et des salves de cartouches à blanc. Même un petit garçon pouvait se rendre utile alors, et Toumaï s'en acquittait mieux que 3 petits garçons. Il tendait sa torche et l'agitait, et criait de son mieux. Mais le vrai bon temps arrivait quand on commençait à faire sortir les éléphants, quand le Keda, c'est-à-dire la palissade, ressemblait à un tableau de fin du monde, et que, ne pouvant plus s'entendre, les hommes étaient obligés de se faire des signes. Alors, Petit Toumaï, ses cheveux noirs, blanchis par le soleil, flottant sur ses épaules, et l'air d'un lutin dans la lumière des torches grimpé sur un des poteaux ébranlés. Et dès la première accalmie, on entendait les cris aigus d'encouragement qu'il jetait à Kalanag, parmi les barrissements et les craquements, le claquement des cordes et les grondements des éléphants entravés. « Maï, Kalanag! Allons, allons, serpent noir! Dando! Un bon coup de défense! Somalo! Attention, attention! Maro! Frappe! Prends garde au boto! Allez! Aïe! Kia! Ha! » Et le grand combat entre Kalanag et l'éléphant sauvage roulait çà et là à travers le Keda, et les vieux preneurs d'éléphants essuyaient la sueur qui leur inondait les yeux, et trouvaient le temps d'adresser un signe de tête à Petit Toumaï, tout frétillant de joie au sommet du poteau. Il fit plus que de frétiller. Une nuit, il se laissa glisser du haut de son poteau, se faufila parmi les éléphants, ramassa le bout libre de la corde tombée à terre, et la jeta vivement à l'homme qui essayait d'attraper un petit récalcitrant. Les jeunes donnent toujours plus de mal que les adultes. Kalanag le vit, le saisit dans sa trompe, le tendit à Grand Toumaï, qui le gifla dardard et le remit sur le poteau. Le lendemain matin, il le gronda et lui dit « De bonnes lignes à éléphants, en briques, et quelques tentes à porter, n'est-ce pas suffisant ? Que tu aies besoin d'aller faire la chasse aux éléphants pour ton compte, petit propre à rien ? Voilà maintenant que ces misérables chasseurs, dont la paye n'approche pas de la mienne, ont parlé de l'affaire à Petersen Sahib. » Petit Toumaï eut peur. Il ne savait pas grand-chose des Blancs, mais Petersen Sahib représentait pour lui le plus grand homme blanc du monde. Il était le chef de toutes les opérations dans le Keda, celui qui prenait tous les éléphants pour le gouvernement de l'Inde, et qui en connaissait plus long que personne au monde sur les us et coutumes des éléphants. « Quoi ? Qu'est-ce qui peut arriver ?» dit Petit Toumaï. « Ce qui peut arriver ? Le plus mauvais, tout simplement. Petersen Sahib est un fou. Autrement, pourquoi traquer ces démons sauvages ? Il peut même te forcer à devenir chasseur d'éléphants, à dormir n'importe où dans ces jungles fiévreuses, à te faire un jour, en fin de compte, fouler à mort dans le Keda. Il est heureux que cette sottise se termine sans accident. La semaine prochaine, la chasse sera finie et nous autres des plaines, nous regagnerons nos postes. Alors, nous marcherons sur de bonnes routes et nous ne penserons plus à tout cela. Mais fils, je suis fâché que tu te sois mêlé de cette besogne. C'est affaire à ces gens d'Assam, immondes rôdeurs de jungle qu'ils sont. Kalanag ne veut obéir à personne qu'à moi. Aussi me faut-il aller avec lui dans le Keda. Mais il n'est qu'un éléphant de combat, et il n'aide pas à lier les autres. C'est pourquoi je demeure assis à mon aise, comme il convient à un maout. Non pas un simple chasseur, un maout, dis-je. Un homme pourvu d'une pension à la fin de son service. Est-ce que la famille de Toumaï des éléphants est bonne à se faire piétiner dans l'ordure d'un Keda ?
Méchant, vilain, fils indigne, va-t'en laver Kalanag, fais attention à ses oreilles, et vois s'il n'a pas d'épines dans les pieds. Autrement, Petersen Sahib t'attrapera bien sûr, et fera de toi un traqueur sauvage. Un de ces fainéants qui suivent les éléphants à la piste, un ours de la jungle. Pouah! Fi donc, va! Petit Toumaï s'en alla sans mot dire, mais il conta ses griefs à Kalanag pendant qu'il examinait ses pieds. Cela ne fait rien, dit Petit Toumaï, en retournant le bord de l'énorme oreille droite. Ils ont dit mon nom à Petersen Sahib et peut-être, qui sait... Aïe! Vois la grosse épine que je t'enlève là. Les quelques jours suivants furent employés à rassembler les prises, à promener entre deux éléphants apprivoisés les animaux nouvellement capturés, pour éviter trop d'ennuis avec eux en descendant au sud vers les plaines, puis à réunir les couvertures, les cordes et tout ce qui aurait pu se gâter ou se perdre dans la forêt. Petersen Sahib arriva sur le dos de son intelligente Pudmini. Il revenait de compter leur paye à d'autres camps dans les montagnes, car la saison tirait à sa fin. Et maintenant, un commis indigène assis à une table sous un arbre réglait leur gage au cornac. Une fois payé, chaque homme retournait à son éléphant et rejoignait la colonne prête à partir. Les traqueurs, les chasseurs, les meneurs, tous les hommes du Kedah régulier qui passent dans les jungles une année sur deux, se tenaient sur le dos des éléphants appartenant aux forces permanentes de Petersen Sahib, ou bien adossés au tronc des arbres, leurs fusils en travers des bras. Ils plaisantaient les cornacs en partance et riaient quand les nouvelles prises rompaient l'alignement pour courir de tous côtés. Grand Toumaï se dirigea vers le commis avec Petit Toumaï en arrière, et Machua Appa, le chef des trappeurs, dit à mi-voix à un de ses amis « Voilà de bonnes graines de chasseurs qui s'envolent. C'est pitié d'envoyer ce jeune coq de jungle muet dans les plaines. » Or, Petersen Sahib avait des oreilles tout autour de la tête, comme le doit un homme qui passe sa vie à épier le plus silencieux des êtres vivants, l'éléphant sauvage. Il se retourna sur le dos de Pudmini, où il était étendu tout de son long, et dit « Qu'est-ce donc? Je ne savais pas qu'il y eût un homme parmi les chasseurs de plaine assez malin pour lier même un éléphant mort. » Ce n'est pas un homme, mais un enfant. Il est entré dans le Kedah la dernière fois, et a jeté la corde à Barmao, que voilà, pendant que nous tâchions d'éloigner de sa mère ce jeune éléphant qui a une verrue à l'épaule. Machua Appa désigna du doigt Petit Toumaï. Petersen Sahib le regarda, et Petit Toumaï salua jusqu'à terre. Lui jeter une corde. Il n'est pas plus haut qu'un piquet. Petit, comment t'appelles-tu? Dit Petersen Sahib. Petit Toumaï avait trop peur pour desserrer les dents, mais Kalanag était derrière lui. Le gamin fit un signe, et l'éléphant l'enleva dans sa trompe et le tint au niveau du front de Pudmini, en face du grand Petersen Sahib. Alors, Petit Toumaï se couvrit le visage de ses mains, car il n'était qu'un enfant, et, sauf en ce qui touchait les éléphants, aussi timide qu'enfant au monde. « Oh oh !» dit Petersen Sahib en souriant sous sa moustache. « Pourquoi donc avoir appris à ton éléphant ce tour-là? Est-ce pour t'aider à voler le blé vert sur le toit des maisons, quand on met à sécher les épis? » « Pas le blé vert, protecteur du pauvre, les melons, » dit Petit Toumaï. Et tous les hommes assis alentour remplirent l'air d'une explosion de rire. La plupart d'entre eux avaient dans leur jeune âge appris ce tour à leur éléphant. Petit Toumaï était suspendu à 8 pieds en l'air, mais il aurait très fort désiré se trouver à 8 pieds sous terre. « C'est Toumaï, mon fils, Sahib, » dit Grand Toumaï en fronçant les sourcils. « C'est un méchant garçon, et il finira en prison, Sahib. »« Pour ça, tu me permettras d'en douter, » repartit Petersen Sahib. « Un garçon qui, à son âge, ose affronter un plein Kedah ne finit pas en prison. Tiens, petit, voici 4 anas pour acheter des bonbons, parce que tu as une vraie petite tête sous ce grand chaume de cheveux. Le moment venu, tu pourras devenir un chasseur aussi. » Grand Toumaï fronça les sourcils de plus belle. « Rappelle-toi, cependant, que les Kedah ne sont pas faits pour les jeux des enfants, » ajouta Petersen Sahib. « Faudra-t-il n'y jamais entrer, Sahib » demanda Petit Toumaï avec un gros soupir. « Si, » répondit en souriant de nouveau Petersen Sahib, « quand tu auras vu les éléphants danser. Ce sera le moment. Viens me trouver quand tu auras vu les éléphants danser. Et alors, je te laisserai entrer dans tous les Kedah. » Il y eut une autre explosion de rire, car la plaisanterie est vieille parmi les chasseurs d'éléphants. C'est une façon de dire « jamais ». Il y a, cachés au loin dans les forêts, de grandes clairières unies que l'on appelle les salles de bal des éléphants. Mais on ne les découvre que par hasard, et nul homme n'a jamais vu les éléphants danser. Lorsqu'un chasseur se vante de son adresse et de sa bravoure, les autres lui disent « Et quand est-ce que tu as vu danser les éléphants ?» Kalanag reposa Petit Toumaï sur le sol, et l'enfant salua de nouveau très bas, s'enfuit avec son père, et donna la pièce d'argent de 4 anas à sa mère, qui nourrissait un dernier-né.
Puis toute la famille prit place sur le dos de Kalanag, et la file d'éléphants, grognant, criant, se déroula le long du chemin de la montagne vers la plaine. C'était une marche très animée, à cause des nouveaux éléphants, qui causaient de l'embarras à chaque gué, et que toutes les 2 minutes, il fallait flatter ou battre. Grand Toumaï, fort mécontent, menait Kalanag avec dépit. Quant à Petit Toumaï, il était trop heureux pour parler. Petersen Sahib l'avait distingué et lui avait donné de l'argent. Il se sentait comme un simple soldat appelé hors des rangs pour recevoir les éloges de son commandant en chef. « Que veut dire Petersen Sahib avec la danse des éléphants » demanda-t-il enfin tout bas à sa mère. Grand Toumaï l'entendit et grommela. « Que tu ne seras jamais de ces buffles de montagne de traqueurs. » Voilà ce qu'il voulait dire. « Hé, là-bas, vous, en tête, qu'est-ce qui barre la route ?» À 2 ou 3 éléphants en avant, un cornac, un homme d'Assam, se retourna en criant avec colère. « Amène Kalanag, et cogne-moi sur ce poulain que j'ai là pour lui apprendre à se conduire. Pourquoi Petersen Sahib m'a-t-il choisi pour descendre avec vous autres, ânes de rizière? Amène ta bête contre son flanc, Toumaï, et laisse-la travailler des défenses. Par tous les dieux des montagnes, ces nouveaux éléphants sont possédés, ou bien ils flairent leurs camarades dans la jungle. » Kalanag bourra le nouveau dans les côtes, à lui faire perdre le souffle, tandis que Toumaï disait « Nous avons nettoyé les montagnes d'éléphants sauvages à la dernière chasse. C'est seulement la négligence avec laquelle vous les conduisez. Puis-je donc charger de l'ordre tout le long de la file ?»« Écoutez-le, cria l'autre cornac. Nous avons nettoyé les montagnes. Oh oh, vous êtes malins, vous autres, gens de la plaine. Tout le monde, sauf un cutéreux qui n'a jamais vu la jungle, saurait ce qu'ils savent bien, eux, que la chasse est finie pour la saison. Alors, ce soir, tous les éléphants sauvages feront... Mais pourquoi gaspiller ce qu'on sait devant une tortue de rivière ? » Qu'est-ce qu'ils feront ? Cria Petit Toumaï. « Oh, petit, tu es donc là ? Eh bien, je vais te le dire, car toi tu as du bon sens. Ils danseront, voilà. Et ton père, qui a nettoyé toutes les montagnes de tous les éléphants, fera bien ce soir de mettre double chaîne à ses piquets. »« Qu'est-ce qu'il raconte ?» fit Grand Toumaï. « Pendant 40 années, de père en fils, nous avons soigné les éléphants, et nous n'avons jamais ouï parler de ces danses-là. »« Oui, mais un homme des plaines qui vit dans une hutte ne connaît que les 4 murs de sa hutte. »« Eh bien, laisse les éléphants sans entrave ce soir, tu verras ce qui arrivera. Quant à leur danse, j'ai vu la place où... Bap les bap. Combien de coudes à cette rivière, Diang? Voici encore un gué. Il va falloir mettre les petits à la nage. Tenez-vous tranquilles, vous autres. Là-bas derrière. » Ainsi causant, se querellant et pataugeant à travers les rivières, leur première étape les conduisit jusqu'à une sorte de camp destiné à recevoir les nouveaux éléphants. Mais ils avaient perdu patience longtemps avant d'y arriver. Là, les animaux furent attachés par les jambes de derrière aux piquets enfoncés à coups de lourdes masses. On mit des cordes supplémentaires de nouveau. On entassa devant eux le fourrage. Puis les cornacs de la montagne retournèrent vers Petersen Sahib sous le soleil de l'après-midi, en recommandant aux hommes de la plaine de veiller mieux ce soir-là que de coutume. Et ils riaient lorsque ceux-ci leur en demandaient la raison. Et nous allons nous arrêter là pour la première phase de lecture de ce soir. Nous passons donc à la pause, les amis. Et j'ai l'impression que la lecture de ce soir était hyper éprouvante, je sais pas comment ça se fait. Et encore, on en est qu'à la moitié. Mais ouais, je sais pas, là, je suis en... Je suis pas en souffrance, mais je suis en effort. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une chaleur, mais hallucinante. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la chaleur qui a fait ça, mais hier, j'étais dans ma salle de bain, et puis je sors de ma salle de bain, et puis rien d'anormal. Et peut-être 1 heure et demie ensuite, je retourne dans ma salle de bain, et là, avec catastrophe, je me rends compte qu'il y avait des centaines de fourmis partout. Autant vous dire que je sais pas si c'est la chaleur qui a fait ça d'un coup, enfin... Mais vraiment, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une apparition, enfin en tout cas un déplacement d'insectes aussi massif. Je suis rentré dans ma salle de bain, j'ai pas paniqué, mais disons que j'étais saoulé et choqué parce que vraiment, en si peu de temps qu'il y ait autant d'insectes qui arrivent comme ça, j'étais là, what? Et du coup, ma maison a une odeur horrible parce que du coup j'ai mis des tonnes de produits divers et variés pour essayer de les faire fuir, enfin voilà quoi. Et du coup, c'est terrible parce que je suis en train de mourir de chaud et je suis en train de m'asphyxier à la fois, c'est-à-dire que là j'ai tout qui est fermé parce que je vais pas faire entrer les moustiques en plus, n'empêche. Donc là je suis en train de mourir, mais un truc de fou les gens. Bref.
En tout cas, j'espère que la lecture vous aura été agréable jusqu'à présent. On va continuer la suite très rapidement, n'ayez crainte. Mais dites-moi ce que vous en avez déjà pensé de cette première partie de nouvelles. Moi, perso, je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien, mais... alors ça parle de sujets graves et importants, je trouve. Mais en même temps, ces sujets graves et importants sont, en tout cas pour le moment, sont que la toile de fond, que le décor de l'histoire, et n'ont pas une si grande influence sur l'histoire, j'ai l'impression. Donc on verra peut-être plus en avant, ça aura de l'importance, mais bon. Bref. Mais sinon, c'est vrai que l'histoire n'est pas celle qui me plaît le plus du recueil. Et pour une raison très simple, j'ai l'impression. C'est vraiment bizarre et je ne sais pas me l'expliquer, mais tout simplement, jusqu'à présent, dans le livre de la jungle, à chaque fois que ça commence à être plus lié aux hommes qu'aux animaux, et bah ça me plaît moins. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus lié aux hommes, puisque bah, c'est des hommes qui sont en train de parler entre eux, etc. Et que les éléphants sont, entre guillemets, des pièces du décor, quoi. Et du coup, ouais, je sais pas, je suis pas très fan, Et du coup, bonsoir, bagarreur puissant. Bonsoir et bienvenue sur ce live. Par contre, je ne comprends pas trop ta question. Qu'est-ce que tu veux me demander exactement? N'hésite pas à me le dire. Parce que quels sont tes pronoms? À moins que tu me demandes mes prénoms. Mais ouais, je comprends pas trop le sens de ta question, bagarreur puissant. En tout cas, bienvenue. On est en pause, je vais bientôt recommencer la lecture. Je pense que je vais pas faire durer la pause trop longtemps, bah tout simplement parce que j'ai envie que ce soit comment dire, bien timé. Juste du troll, laisse tomber. D'accord, bagarre puissant, mais c'est pas gentil de me troller. En tout cas, bienvenue. Je ne sais pas si du coup les lives de lecture pourront te plaire, mais si tu veux donner sa chance au live de lecture, n'hésite pas. Je me pose. Ah bah, pose-toi, bagarreur puissant, il n'y a pas de souci. Là, on a lu en gros, pour t'expliquer un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment. Je lis un recueil de nouvelles. D'habitude, je lis pas des recueils de nouvelles, je lis plutôt des romans. Mais en fait, je pensais que le livre de la jungle était un roman jusqu'à ce que je l'achète et que je me rende compte que c'est un recueil de nouvelles. Donc du coup, au final, ce que j'ai fait, c'est que je fais un live par nouvelle. Et donc ce soir, on est en train de lire la 6e et avant-dernière nouvelle de ce recueil, qui est donc Toumaï des éléphants, une histoire avec des éléphants en Inde, et surtout les gens qui les gardent, entre guillemets. Donc voilou, et là j'ai déjà lu une bonne moitié de la nouvelle, et on va lire la suite de la nouvelle dans quelques instants. Il fait vraiment terriblement chaud les amis ce soir, c'est ouf. Du coup, comme je le disais, on touche vers la fin de ce recueil, puisque on en est à la 6e nouvelle sur 7. La 7e nouvelle se nomme Service de la Reine. Comme je vous le disais, je la crains un peu dans le sens où rien qu'au titre, je pense deviner que ça se passera à nouveau avec des hommes et que bah, je préfère, comme je vous le disais à l'instant, les nouvelles qui se passent avec des animaux dans le livre de la jungle. Mais bon, nous découvrirons ça ensemble la prochaine fois. Après tout, moi je ne l'ai jamais lu le livre de la jungle, donc ce sera peut-être une bonne surprise. Et du coup, cette dernière lecture de Service de la Reine aura lieu... donc là je mettrai la rediffusion de ce soir lundi 16 et le dernier live aura lieu mardi 17. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus, mardi 17 à 21h. Et ensuite ça va être très simple, c'est que comme je vous en ai un peu informé jusqu'à aujourd'hui, oui, ces derniers temps, c'est que je ne vais pas faire de live pendant quelques semaines, parce qu'en fait tous les ans, un truc que je fais fréquemment, régulièrement, annuellement du coup, c'est tout simplement de me couper de toute technologie. Donc vous comprendrez que si je me coupe de toute technologie pendant 2 semaines, je vais pas forcément pouvoir faire des lives, vous comprenez la logique. Quoique d'ailleurs, je vais pas tant me couper de toute technologie que ça, puisque justement je vais essayer de garder le contact avec... Enfin, disons que je vais essayer de checker. En gros, je vais essayer de, une fois de temps en temps, passer sur internet et voir si j'ai des messages sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, etc. Mais sinon, ça va être un grand calme plat et je ne fais pas live pendant au moins 2 semaines. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus.
Et bah, je vous tiendrai au courant de quand je reprendrai les lives. Je pense qu'en définitive, ça prendra peut-être 3 semaines en fait. Enfin voilà. Ça prendra peut-être environ 3 semaines avant que je ne refasse un live après le mercredi 17 du coup. Mais je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux de quand je reprendrai. Et je pense que ce sera pas plus mal de faire une pause parce que là on a enchaîné pas mal de lectures en vérité. Depuis L'Homme Invisible, je crois qu'on a beaucoup enchaîné. Là dernièrement on a lu Carmilla, on a lu L'Homme Invisible, on a lu Le Livre de la Jungle, on a lu le Poème saturnien de Théophile Gautier. Non, c'est pas de Théophile Gautier, c'est de Paul Verlaine, pardon. Théophile Gautier, c'est Emos et Camé qu'on va lire prochainement. Je ne sais plus ce qu'on a lu, mais enfin voilà, on a lu pas mal de choses à la suite. Donc du coup, je pense que ça me fera du bien aussi de faire une petite pause comme ça dans les lives. Et peut-être, comme je vous le disais en début de live, revenir avec quelques nouveautés, ou en tout cas des nouveautés ou des choses à vous dire concernant mon jeu de société du coup. Je suis en train d'avoir très très chaud les amis, donc désolé si j'ai pas un discours très cohérent. J'ai l'impression de me répéter encore plus que d'habitude, ce qui est incroyable. Mais voilà, je subis vraiment la chaleur et du coup, non Glaïa, je n'ai pas de ventilateur malheureusement. Faudrait vraiment que j'en achète un parce que ça fait 3 étés que tous les étés je meurs de chaud, donc bon. Et d'ailleurs, ouais, faudrait que je m'en achète un, mais à la fois, si je le mettais pendant les lives, est-ce que ça ne perturberait pas totalement l'audio? Enfin bon bref, ce sont des questions à étudier. Sur ce, je pense que je vais reprendre la lecture tout de suite parce que j'ai vraiment tellement chaud que je me dis autant lire et en finir le plus vite possible. J'ai pas envie de bâcler la lecture et je vais pas la bâcler. Je vais faire ça sérieusement. Mais j'ai tellement chaud que ouais, le plus tôt ce sera fini, le plus tôt je serai heureux. Donc je vais arrêter la pause maintenant. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je me rafraîchis et je m'humidifie la gorge. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute Glaïa, bonne écoute Princess Crow, bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Bagarreur puissant. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro de ce live. Petit Toumaï présida au souper de Kalanag, et comme le soir tombait, il erra par le camp, heureux au-delà de toute expression, en quête d'un tam-tam. Lorsqu'un enfant hindou se sent le cœur en liesse, il ne court pas de tous côtés et ne fait pas un vacarme désordonné. Il s'assoit par terre et se donne une petite fête à lui tout seul. Et Petit Toumaï s'était vu adresser la parole par Petersen Sahib. Faute de trouver ce qu'il cherchait, il aurait fait une maladie. Mais le marchand de sucrerie du camp lui prêta un tam-tam, un tambour que l'on frappe du plat de la main, et l'enfant s'assit par terre, les jambes croisées, devant Kalanag, au moment où les étoiles commençaient à paraître, le tam-tam sur les genoux, et il tambourina, 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 et plus il pensait au grand honneur qui lui avait été fait, plus il tambourinait, tout seul parmi le fourrage des éléphants. Il n'y avait ni air ni parole, mais tambouriner le rendait heureux. Les nouveaux éléphants tiraient sur les cordes, piaulaient de temps à autre et trompettaient, et il pouvait entendre sa mère dans la hutte du camp qui endormait son petit frère avec une vieille chanson sur le grand dieu Shiva, lequel a dit jadis à tous les animaux ce qu'ils devaient manger. Et c'est une berceuse très caressante, et dont voici le premier couplet. Shiva qui versa les moissons et qui fit souffler les vents, assis aux portes en fleurs d'un jour des anciens temps, donnait à chacun sa part, vivre labeur destiné, du mendiant sur le seuil à la tête couronnée. Toutes les choses a-t-il faites, Shiva le préservateur, Mahadeo, Mahadeo, toutes choses. L'épine pour le chameau roux, le foin pour les bœufs du labour, et le sein des mers pour la tête endormie, au petit-fils de mon amour. Petit Toumaï accompagnait la chanson d'un joyeux tunk-a-tunk à la fin de chaque couplet, jusqu'au moment où il eut sommeil, et s'étendit lui-même sur le fourrage à côté de Kalanag. Enfin, les éléphants commencèrent à se coucher, l'un après l'autre, selon leur coutume, et bientôt Kalanag, à la droite de la ligne, demeura seul debout. Il se balançait lentement de ci de là, les oreilles tendues en avant pour écouter le vent du soir qui soufflait très doucement à travers les montagnes. L'air était rempli de tous les bruits de la nuit qui, rassemblés, font un seul grand silence. Le clic-clac d'une tige de bambou contre l'autre, le froufrou d'une chose vivante dans l'épaisseur de la brousse, le grattement et le cri étouffé d'un oiseau à demi réveillé. Les oiseaux sont éveillés dans la nuit beaucoup plus souvent qu'on ne pense. Une chute d'eau très loin. Petit Toumaï dormit quelque temps. Quand il s'éveilla,
Il faisait un éclatant clair de lune, et Kalanag veillait toujours, debout, les oreilles dressées. Petit Toumaï se retourna dans le fourrage bruissant et considéra la courbe de l'énorme dos sur le ciel dont il cachait la moitié des étoiles. Et pendant qu'il regardait, il entendit, si loin que ce bruit faisait à peine comme une piqûre d'épingle dans le silence, l'appel de corps d'un éléphant sauvage. Tous les éléphants dans les lignes sautèrent sur leurs pieds, comme frappés d'une balle, et leurs grognements finirent par réveiller les Mahous endormis. Ceux-ci sortirent et frappèrent sur les chevilles des piquets avec de gros maillets, puis serrèrent telle corde et nouèrent telle autre, et tout redevint tranquille. Un des nouveaux éléphants avait presque déchaussé son piquet. Grand Toumaï ôta la chaîne de Kalanag, la mit à l'autre comme entrave, le pied de devant relié au pied de derrière, puis il enroula une tresse d'herbe à la jambe de Kalanag et lui enjoignit de ne pas oublier qu'il était attaché solidement. Il savait que lui-même, son père et son grand-père, avaient fait la même chose des centaines de fois. Kalanag ne répondit pas à cet ordre par son glouglou habituel. Il resta immobile, regardant au loin à travers le clair de lune, la tête un peu relevée, les oreilles déployées comme des éventails vers les grandes ondulations que faisaient les montagnes de Garo. « Fais-y attention s'il s'agit de cette nuit, » dit Grand Toumaï à Petit Toumaï, et il rentra dans la hutte et se rendormit. Petit Toumaï allait tout juste se rendormir aussi, quand il entendit la corde de Caïr, fibre de cocotier, se rompre avec un petit tintement. Et Kalanag roula hors de ses piquets aussi lentement et silencieusement que roule un nuage hors d'une vallée. Petit Toumaï trottina derrière lui, nu-pied sur la route, dans le clair de lune, appelant à voix basse. « Kalanag! Kalanag! Prends-moi avec toi, ô Kalanag !» L'éléphant se retourna sans bruit, revint de 3 pas en arrière, abaissa sa trompe, enleva l'enfant sur son cou, et avant que Petit Toumaï eût seulement assujetti ses genoux, il se glissa dans la forêt. Il vint des lignes une fanfare de furieux barrissements, puis le silence se referma sur toute chose, et Kalanag se mit en marche. Parfois, une touffe de hautes herbes balayait ses flancs tout du long, telle une vague les flancs d'un navire, et parfois un bouquet pendant de poivriers sauvages lui grattait le dos d'un bout à l'autre, ou bien un bambou craquait au frôlement de son épaule. Mais, entre-temps, il se mouvait sans aucun bruit, dérivant à travers l'épaisse forêt de Garo comme à travers une fumée. Il suivait une route montante, mais bien que Petit Toumaï guettât les étoiles par les éclaircies des arbres, il n'eût pu dire dans quelle direction. Enfin, Kalanag atteignit la crête et s'arrêta une minute, et Petit Toumaï put voir les cimes des arbres comme une fourrure tachetée s'éployant au clair de lune sur des miles de pays, et le brouillard d'un blanc bleuâtre sur la rivière dans le fond. Toumaï se pencha en avant, regarda, et il sentit la forêt éveillée au-dessous de lui, éveillée, vivante et pleine d'êtres. Une de ces grosses chauves-souris brunes, qui se nourrissent de fruits, lui frôla l'oreille. Les piquants d'un porc-épic cliquetèrent sous le bois, et dans l'obscurité, entre les troncs d'arbres, il entendit un sanglier qui fouillait avec ardeur la chaude terre molle et flairait en fouillant. Puis, les branches se refermèrent sur sa tête, et Kalanag se mit à descendre la pente de la vallée, non plus nonchalamment, cette fois, mais comme un canon échappé descend un talus à pic, d'un élan. Les énormes membres se mouvaient avec une régularité de piston, par enjambées de 8 pieds, et l'on entendait des froissements de peau ridée aux plis des articulations. Les broussailles éventrées craquaient des 2 côtés avec un bruit de toile déchirée, les jeunes pousses qui l'écartaient des épaules rebondissaient en arrière et lui cinglaient les flancs. De grandes traînées de lianes emmêlées et compactes pendaient de ses défenses, tandis qu'il jetait la tête de part et d'autre, et se creusait son chemin. Alors, Petit Toumaï s'aplatit contre le grand cou, de peur qu'une branche ballante ne le précipitât sur le sol, et il souhaita se retrouver encore dans les lignes. L'herbe devenait marécageuse, et les pieds de Kalanag pompaient et collaient à terre quand il les posait, et le brouillard de la nuit, au fond de la vallée, glaçait Petit Toumaï. Il y eut des éclaboussures et un pataugement, une poussée d'eau rapide, et Kalanag entra dans le lit d'une rivière en sondant à chaque pas. Par-dessus le bruit du courant qui tourbillonnait autour des fortes jambes, Petit Toumaï pouvait entendre d'autres bruits d'eau rejaillissante et de nouvelles fanfares en amont et en aval, des grognements énormes, des ronflements de colère, et dans le brouillard alentour, comme des vagues, roulaient des ombres. « Hé !» dit-il à mi-voix, et ses dents claquèrent. « Le peuple des éléphants est dehors ce soir. C'est la danse alors !» Kalanag sortit de l'eau avec fracas, souffla dans sa trompe pour l'éclaircir, et commença une nouvelle ascension. Mais cette fois, il ne marchait plus seul, et n'avait plus à se frayer de chemin. C'était chose faite. Sur 6 pieds de large, en droite ligne devant lui, toute courbée, l'herbe de la jungle essayait de se redresser et de se maintenir. Beaucoup d'éléphants devaient avoir suivi cette voie quelques minutes auparavant.
Petit Toumaï se retourna, et derrière lui, un grand mâle sauvage porte-défense aux petits yeux de pourceau, luisants comme des braises, émergeait tout juste de la rivière embrumée. Puis, les arbres se refermèrent encore, et ils continuèrent de monter, avec des fanfares et des cris, et le bruit des branches brissait de toutes parts. À la fin, Kalanag s'arrêta entre deux troncs d'arbres, au sommet de la montagne. Il faisait partie d'une enceinte poussée autour d'un espace irrégulier de 3 ou 4 acres environ, et sur tout cet espace, Petit Toumaï pouvait le voir, le sol avait été foulé, jusqu'à prendre la dureté d'un carrelage de briques. Quelques arbres s'élevaient au centre de la clairière, mais leur écorce était usée, et le bois même apparaissait au-dessous, brillant et poli, sous les taches de clair de lune. Des lianes pendaient des branches supérieures, dont les fleurs en forme de cloche, grands liserons d'un blanc de cire, tombaient comme alourdis de sommeil jusqu'à terre. Mais dans les limites de la clairière, il n'y avait pas un brin de verdure, rien que la terre foulée. Le clair de lune lui donnait une teinte gris de fer, excepté çà et là où se tenaient quelques éléphants aux ombres noires comme de l'encre. Petit Toumaï regardait en retenant son souffle, les yeux écarquillés, et tandis qu'il regardait, des éléphants toujours plus nombreux sortaient d'entre les troncs d'arbres en se dandinant pour entrer dans l'espace ouvert. Petit Toumaï ne savait compter que jusqu'à 10. Il compta et recompta sur ses doigts jusqu'à ce qu'il perdît son compte de dizaines, et la tête commença de lui tourner. En dehors de la clairière, il pouvait entendre le fracas des éléphants dans la brousse, comme ils se frayaient un chemin vers le sommet de la montagne, mais aussitôt arrivés dans le cercle des troncs d'arbres, ils se mouvaient comme des fantômes. Il y avait là des mâles sauvages aux défenses blanches, avec des feuilles mortes, des noix et des branchettes restées au pli de leurs cous et de leurs oreilles, de grasses femelles nonchalantes avec leurs éléphantaux d'un noir rosé, hauts de 3 ou 4 pieds à peine, qui ne pouvaient rester en place et couraient sous leurs mamelles, de jeunes éléphants dont les défenses commençaient juste à pointer et qui s'en montraient tout fiers, de flasques et maigres femelles restées vieilles filles, avec leurs inquiètes faces creuses et des trompes d'écorce rudes, de vieux solitaires sillonnés, de l'épaule au flanc, des cicatrices et des balafres de naguère, les gâteaux debout de leurs baignades à l'écart pendant encore à leurs épaules. Et il y avait un éléphant avec une défense brisée et les marques du plein d'assaut, le terrible sillon des griffes d'un tigre à son flanc. Il se faisait vis-à-vis, ou se promenait de long en large, 2 à 2, ou restait à se balader et à se dandiner tout seul. Il y en avait des douzaines et des douzaines. Toumaï savait que, sur le coup de Kalanag, aucun mal ne pouvait lui arriver, car un éléphant sauvage, même dans l'avalanche du Kéda, ne lèverait pas sa trompe pour arracher un homme du cou d'un éléphant apprivoisé, et cela ne pensait guère aux hommes cette nuit. À un moment, ils tressaillirent et dressèrent leurs oreilles. On entendait sonner les fers d'un anneau de pied dans la forêt. Mais c'était Punmini, l'éléphante favorite de Petersen Sahib, sa chaîne cassée court, qui gravissait, grognant et soufflant, le versant de la montagne. Elle devait avoir brisé ses piquets et venir droit du camp de Petersen Sahib. Et Petit Toumaï vit un autre éléphant, qu'il ne connaissait pas, avec de profondes écorchures produites par les cordes sur le dos et le poitrail. Lui aussi devait s'être échappé d'un camp établi dans les montagnes alentours. Enfin, on n'entendit plus d'éléphants marcher dans la forêt, et Kalanag roula pesamment d'entre les arbres et s'avança parmi la foule, gloussant et gargouillant, et tous les éléphants commencèrent à s'exprimer dans leur langage et à se mouvoir çà et là. Toujours couché, Petit Toumaï découvrit des centaines de larges dos, d'oreilles branlantes, de trompes ballottées et de petits yeux roulants. Il entendait le cliquetis des défenses lorsqu'elles s'entrecroisaient par hasard, le bruissement sec des trompes enlacées, le frottement des flancs et des épaules énormes dans la cohue, l'incessant flic-flac et le hic des grandes queues. Puis un nuage couvrit la lune et ce fut la nuit noire. Mais les poussées, les froissements et les gargouillements n'en continuèrent pas moins, égaux et réguliers. L'enfant savait Kalanag entourait d'éléphants et ne voyait aucune chance de le faire sortir de l'assemblée. Il serra les dents et frissonna. Dans un Kéda, au moins, il y avait la lumière des torches et les cris, mais ici, on était tout seul dans les ténèbres, et, une fois, une trompe se leva et lui toucha le genou. Ensuite, un éléphant trompetta et tous l'imitèrent pendant 5 ou 10 terribles secondes. La rosée pleuvait des arbres en larges gouttes sur les dos invisibles. Et un bruit s'éleva, sourd grondement peu prononcé d'abord, et Petit Toumaï n'en aurait pu dire la nature. Le bruit monta, et Kalanag levait ses pieds de devant l'un après l'autre et les reposait sur le sol, une, deux, avec autant de précision que des marteaux de forge. Les éléphants frappaient du pied maintenant tous ensemble, et cela sonnait comme un tambour de guerre battu à la bouche d'une caverne. La rosée tombait toujours des arbres jusqu'au moment où il n'en resta plus sur les feuilles, et le sourd roulement continuait, le sol oscillait et frémissait tant que Petit Toumaï se mit les mains sur les oreilles pour ne plus entendre. Mais une vibration profonde immense le parcourait tout entier,
le heurt de ces centaines de pieds si lourds sur la terre accrue. Une fois ou deux, il sentit qu'Alanag et tous les autres avançaient de quelques pas, et le pilonnage devint alors un bruit de verdures écrasées, dont la sève giclait. Mais, une minute ou deux plus tard, sonnait de nouveau le roulement des pieds sur la terre durcie. Un arbre craquait et gémissait quelque part près de lui. Il tendit le bras et sentit l'écorce, mais qu'Alanag avança, toujours piétinant, et l'enfant ne savait plus où il était dans la clairière. Les éléphants ne donnaient plus signe de vie. Une fois seulement, 2 ou 3 petits piaillèrent ensemble. Alors, il entendit un coup sourd et le bruit d'une bagarre, et le pilonnage reprit. Il y avait bien maintenant 2 grandes heures que cela durait, et Petit Toumaï souffrait dans chacun de ses nerfs, mais il sentait, à l'odeur de l'air dans la nuit, que l'aube allait poindre. Le matin parut, nappe de jaune pâle derrière les collines vertes, et avec le premier rayon, le piétinement s'arrêta, comme si la lumière eût été un ordre. Avant que le bruit eût fini de résonner dans la tête de Petit Toumaï, avant même qu'il eût changé de position, il ne restait plus en vue un seul éléphant, sauf Kalanag, Punmini et l'éléphant marqué par les cordes. Et nul signe, nul murmure, ni chuchotement sur les pentes des montagnes ne laissait deviner où les autres étaient partis. Petit Toumaï regarda de tous ses yeux. La clairière, autant qu'il s'en souvenait, s'était élargie pendant la nuit. Un grand nombre d'arbres se dressaient au milieu, mais l'enceinte de broussailles et l'herbe de jungle se trouvaient reculées. Petit Toumaï regarda une fois encore, maintenant il comprenait le pilonnage. Les éléphants avaient élargi l'espace foulé, réduit en litière, à force de piétiner l'herbe épaisse et les cannes juteuses, puis la litière en brindilles, les brindilles en fibres menues, et les fibres en terre compacte. « Ouf !» fit Petit Toumaï, et ses paupières lui semblaient très lourdes. « Kalanag, monseigneur, ne quittons pas Punmini, et retournons au camp de Petersen Sahib, ou bien je vais tomber de ton cou. » Le troisième éléphant regarda parmi les 2 autres, renacla, fit volte-face, et reprit la route par laquelle il était venu. Il devait appartenir à quelque établissement de petits princes indigènes, à 50, 60 ou 100 miles de là. 2 heures plus tard, comme Petersen Sahib prenait son premier déjeuner, ces éléphants dont les chaînes avaient été doublées cette nuit-là commencèrent à trompeter, et Punmini, crotté jusqu'aux épaules, suivi de Kalanag, clopinant sur ses pieds endoloris, firent leur entrée dans le camp. Le visage de Petit Toumaï était blême et tiré, sa chevelure pleine de feuilles et trempée de rosée. Mais il fit le geste de saluer Petersen Sahib et cria d'une voix défaillante. « La danse! La danse des éléphants! Je l'ai vue! Et je meurs !» Et comme Kalanag se couchait, il glissa de son dos évanoui. Mais les enfants indigènes n'ont pas de nerfs dont il vaille la peine de parler. Au bout de 2 heures, ils se réveillaient, confortablement allongés dans le hamac de Petersen Sahib, la veste de chasse de Petersen Sahib sous la tête, un verre de lait chaud additionné d'un peu d'eau de vie et d'une pointe de quinine dans le ventre. Et tandis que les vieux chasseurs des jungles, velus et balafrés, assis sur 3 rangs de profondeur devant lui, le regardaient comme un revenant, il raconta son histoire en mots naïfs, à la manière des enfants, et conclut. « Maintenant, si je mens d'un seul mot, envoyez des hommes pour voir, et ils trouveront que les éléphants en piétinant ont agrandi leur salle de bal. Ils trouveront des dizaines et des dizaines et beaucoup de fois de dizaines de traces conduisant à cette salle de bal. Ils l'ont agrandi avec leurs pieds. Je l'ai vu. Kalanag m'a prise avec lui et j'ai vu. Même Kalanag a les jambes très fatiguées. » Petit Toumaï se renversa en arrière et dormit tout l'après-midi. Il dormait encore au crépuscule, et pendant qu'il dormait, Petersen Sahib et Mashua Appa suivirent la trace des 2 éléphants sur un parcours de 15 miles à travers les montagnes. Petersen Sahib avait passé 18 ans de sa vie à prendre des éléphants, et n'avait qu'une seule fois jusque-là découvert semblable salle de bal. Mashua Appa n'eut pas besoin de regarder 2 fois la clairière pour voir ce qui s'était passé, ni de gratter de l'orteil la terre compacte et battue. « L'enfant dit vrai ?» prononça-t-il. « Tout cela s'est fait la nuit dernière, et j'ai compté 70 pistes qui traversent la rivière. Voyez, Sahib, où l'anneau de fer de Punmini a entamé l'écorce de cet arbre. Oui, elle était là aussi. » Ils s'entre-regardèrent, puis leurs yeux errèrent de haut en bas, et ils s'émerveillèrent, car les coutumes des éléphants dépassent l'esprit d'aucun homme noir ou blanc. « 45 années, dit Mashua Appa. J'ai suivi monseigneur l'éléphant, mais jamais je n'ouïs dire qu'un enfant d'homme ait vu ce qu'a vu cet enfant. Par tous les dieux des montagnes. C'est... Que peut-on dire ?» Et il secoua la tête. Lorsqu'ils revinrent au camp, c'était l'heure du souper. Petersen Sahib mangeait seul dans sa tente, mais il donna ordre qu'on distribuât 2 moutons et quelques volailles, avec double ration de farine, de riz et de sel, car il savait qu'il y aurait fête. Grand Toumaï, monté de la plaine en toute hâte, Grand Toumaï, monté de la plaine en toute hâte, se mit en quête de son fils et de son éléphant, maintenant qu'il les avait trouvés, les regardait comme s'il avait peur de tous 2.
Et il y eut fête, en effet, autour des grands feux de camps allumés sur le front des lignes d'éléphants au piquet, et Petit Toumaï en fut le héros. Les grands chasseurs d'éléphants à peau bronzée, traqueurs, conducteurs et lanceurs de cordes, et ceux qui savent tous les secrets pour dompter les éléphants les plus rebelles se le passèrent de l'un à l'autre, et lui firent une marque au front avec le sang d'un cœur de coq de jungle fraîchement tué, pour lui donner rang de forestier initié dès à présent, et libre dans toute l'étendue des jungles. Et à la fin, quand tombèrent les flammes mourantes, et qu'au reflet rouge de la braise les éléphants apparurent comme s'ils avaient été trempés aussi dans le sang, Machua Appa, le chef de tous les rabatteurs, de tous les Kedah, Machua Appa, l'alter ego de Peter Sen Sahib, qui n'avait jamais vu de route battue en 40 ans, Machua Appa, si grand qu'on ne l'appelait jamais autrement que Machua Appa, sauta sur ses pieds en enlevant Petit Toumaï à bout de bras au-dessus de sa tête, et cria « Écoutez, frères, écoutez aussi, vous, mes seigneurs, là, dans les lignes, car c'est moi, Machua Appa, qui parle. Ce petit ne s'appellera plus Petit Toumaï, mais Toumaï des éléphants, comme son arrière-grand-père avant lui. Ce que jamais homme ne vit, lui l'a vu durant la longue nuit, et la faveur du peuple éléphant et des dieux des jungles l'accompagne. Il deviendra un grand traqueur, il deviendra plus grand que moi, oui, moi, Machua Appa. Il suivra la voie fraîche, la voie vieille et la voie double d'un œil clair. Que nul mal ne l'atteigne dans le Kedah lorsqu'il courra sous le ventre des solitaires afin de les garrotter, et s'il glisse sous les pieds d'un mâle qui le charge, que le mâle le reconnaisse et ne l'écrase pas. Aïe, aïe! Mes seigneurs, ici, près dans les chênes, cria-t-il en courant sur le front de la ligne de piquet. Voici le petit qui a vu vos danses au fond de vos retraites cachées, le spectacle que jamais homme ne contempla. Rendez-lui hommage, mes seigneurs. Salaham Kao, mes enfants. Faites votre salut à Toumaï des éléphants. Gunga Pershad. Ah! Ilaguj! Bilshiguj! Kutalguj! Ah! Punmini, tu l'as vu à la danse, et toi aussi, Kalanag, ô ma perle des éléphants. Ah! Ensemble, à Toumaï des éléphants! Barao! Alors, au signal de cette clameur sauvage, sur toute la ligne, les trompes se levèrent jusqu'à ce que chacun touchât du bout de le front de chaque éléphant. Et tous entonnèrent le grand salut, l'éclatante salve de trompettes que seul entend le vice-roi des Indes, le Salah Hamhout du Kedah. Mais cette fois, en l'unique honneur de Petit Toumaï, qui avait vu ce que jamais homme ne vit auparavant, la danse des éléphants la nuit tout seul, au cœur des montagnes de Garo. Shiva et la sauterelle, la chanson que la mère de Toumaï chantait à son bébé. Shiva, qui versa les moissons et qui fit souffler les vents, assis aux portes en fleurs d'un jour des anciens temps, donnait à chacun sa part, vivre, labeur destiné, du mendiant sur le seuil à la tête couronnée. Toute chose a-t-il faite, Shiva le préservateur, Mahadeo, Mahadeo, toute chose, l'épine pour le chameau roux, le foin pour les bœufs du labour, et le sein des mers pour la tête endormie, au petit-fils de mon amour. Aux riches il donne du blé, du mil aux pauvres, il apporte des reliefs à l'homme saint qui quête de porte en porte, aux tigres des bestiaux, des charognes vautours, des os aux loups méchants qui la nuit hurlent alentour. Nul ne lui parut trop haut, nul ne lui sembla trop bas. À ses côtés, Parvati suivrait chacun de leurs pas. Puis, par jeu, de son mari pour éprouver le dessein, elle prit la sauterelle et la cacha dans son sein. C'est ainsi que fut joué Shiva le préservateur. Mahadeo, Mahadeo, viens, regarde. Très grands sont les chameaux roux, pesant les bœufs des labours, mais c'était la moindre des petites choses, ô petit-fils de mon amour. Lorsque tous furent passés, elle dit rieuse, ô maître, tant de milliers d'affamés as-tu donc pu les repaître? Shiva riant répondit, tous ont une part, la leur, tous, même le tout petit qui se cache sur ton cœur. La voleuse Parvati tira de sa robe ouverte le moindre des tout petits qui rongeait une herbe verte. Se voyant, elle craignit et s'émerveilla devant Shiva le dispensateur qui nourrit chaque vivant. Toute chose a-t-il faite, Shiva le préservateur. Mahadeo, Mahadeo, toute chose. L'épine pour le chameau roux, le foin pour les bœufs du labour, et le sein des mers pour la tête endormie, ô petit-fils de mon amour. Et c'est la fin de la nouvelle Toumaï des éléphants. C'est donc également la fin de ce stream et nous allons passer à l'outro. Je viens vous parler dans le chat, les amis. Alors, Princess Crow, je vous laisse tristement pour ce soir. Des bisous à toi et à tous les rêveurs. Merci Princess Crow d'être passé, ça fait déjà extrêmement plaisir. Et je sais que tu es déjà parti, mais bon. N'hésitez pas à aller voir les rediffusions sur YouTube si ça vous intéresse de suivre l'histoire et que vous n'avez pas pu tout suivre, etc., etc. En général, je les mets 2 jours après avoir fait le live. Donc là, du coup, le live de ce soir,
sera en ligne lundi. Du coup, je ne sais pas si tu es encore là, mais bonsoir et bienvenue Serra76. Désolé, j'ai vu que tu nous avais rejoint, mais malheureusement, pendant la lecture, pour que la lecture soit fluide au maximum, je ne réponds pas dans le chat. Donc j'espère que tu ne t'es pas senti trop seul et que t'as pas l'impression que je t'ai mis un vent. Ce n'est pas du tout le cas, au contraire, je t'ai vu et ça me fait très plaisir que tu sois passé. J'espère que tu es encore là. N'hésite pas à le faire savoir si c'est le cas, Serra76. Et enfin, bonsoir Elyséum. Oui, en effet, tu arrives pour la fin du live. Ça a été un live relativement long, pas trop non plus, mais relativement long pour une nouvelle du moins. Et autant, c'est ce que je vous disais lors de la pause, je suis pas hyper fan des nouvelles qui mettent en scène des humains. Dans le livre de la jungle, je préfère les nouvelles qui mettent en scène des animaux. Mais là, la deuxième partie de la nouvelle m'a pas mal plu. Et ouais, j'aime beaucoup la fin de cette nouvelle en fait, j'aime beaucoup la tournure que cela prend. Et ouais, je sais pas, je trouve ça sympathique. J'ai bien apprécié. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai bien apprécié En fait, ce que j'aime bien dans les nouvelles du livre de la jungle, c'est qu'il y a à peu près toujours cette partie de fête. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup ce truc de fierté, de célébration, en mode ouais, on est tous des bros de la jungle, on a fait quelque chose de bien et on est content, on est tous contents pour ce qu'a réussi à faire une personne. Et ça, je trouve ça très beau. Donc c'est très positif, l'air de rien, tous ces messages. Et au final, moi qui m'attendais à une nouvelle peut-être parlant des chasseurs et de leurs méfaits, bah, les chasseurs là sont plutôt sympas, enfin plutôt sympas. Alors en tout cas, en fait c'est ça qui est bizarre dans le livre de la jungle, c'est que il n'y a pas l'air d'avoir de jugement de valeur du tout entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. Il y a juste l'air d'avoir comment dire, un ordre établi, et on nous présente un ordre établi, on nous présente les us et coutumes soit d'une troupe d'animaux, soit là en l'occurrence d'une troupe d'humains, on pourrait dire. Et ouais, il n'y a pas de jugement de valeur tant que ça, c'est plutôt voici les faits, voici comment c'est organisé, et voilà comment les gens ont du respect les uns envers les autres dans cet état de fait, et parfois bah, célèbrent ce genre de victoire ensemble. Et du coup, ouais, c'est une ambiance très particulière, mais très sympathique. C'est plutôt cool. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je suis assez surpris. Je m'attendais à ne pas forcément beaucoup apprécier le livre de la jungle. Au final, je trouve ça pas mal du tout. Voire pour certaines des nouvelles, je les trouve vraiment bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Clairement, Toumaï des éléphants sera pas ma nouvelle préférée du recueil. Mais bon, c'était sympa et il fallait le découvrir, il fallait le lire. J'espère que la lecture vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de découvrir ça avec vous ce soir, pardon. Et du coup, mais si, Elyséum, je t'ai dit bonsoir, il me semble. En tout cas, merci d'être venu, Elyséum, ça fait plaisir. Mais oui, tu viens pour la fin, en effet. Et du coup, bah, je vais couper sans plus attendre, les amis. Tout simplement parce que je suis en train de mourir de chaud et ça n'aurait pas beaucoup de sens que je fasse durer le live pour rien. En plus, dans cet état. Du coup, merci à tous ceux qui sont passés. Le prochain... Mais non, j'ai pas eu d'alerte pour le live. Ah, d'accord, c'est ça que tu voulais dire. Ah bah ça, c'est bizarre, par contre. Ça, c'est bizarre, c'est bizarre. Pourtant, je le mets... Après, ouais, t'as peut-être désactivé, t'as peut-être mis en muet mon serveur Discord. Mais ouais, je le mets sur Discord, je le mets sur Facebook, je le mets sur Twitter, je le mets sur mon site internet, que je vais live. J'ai voulu utiliser la fonction pour programmer des lives, mais je la retrouve plus. Ou bien c'est la fonction événement, mais la fonction événement pour moi c'est vraiment si tu veux créer un gros événement justement, pas juste un live. Donc je sais pas si c'est la fonction événement, mais si c'est la fonction événement ça m'intéresse pas trop de l'utiliser pour le coup. Mais il me semblait qu'on pouvait prévoir des lives. Enfin bon bref, faut voir si j'arrive à retrouver ça. Tout à l'heure j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bref. Du coup, la prochaine lecture aura lieu mercredi 17 à 21h. On lira Le service de la reine, qui est la dernière nouvelle du recueil du livre de la jungle de Rudyard Kipling. Et ça sera une grande nouvelle, j'ai l'impression. Ah non, ça va. Ça va. 25 pages.
Ça va, c'est à peu près comme ce soir au final. Donc voilà, la prochaine fois on se fera très certainement encore 25 pages et du coup on fera certainement le même format. Une partie de lecture, une pause, la suite et fin. Et du coup, bah, sur ce, on va s'arrêter. La prochaine fois, on lit Service de la Reine. Et ensuite, comme je vous l'avais annoncé, une petite pause de 2-3 semaines dans les lives où j'aurai pas accès quasiment euh, aux technologies. Donc, de toute manière, je ne verrai même pas vos messages si vous voulez me parler ou quoi que ce soit. Donc voilà. Au moins, vous êtes au courant. Il va y avoir un grand calme plat de 2-3 semaines. Et ensuite, on reviendra tout frais, tout dispo, très certainement, je pense, pour les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à tous ceux qui sont passés, merci Glaia, merci Princess Crow, merci Serra76, merci Elysium, merci Bagarreur Puissant. Il me fait beaucoup rire ce pseudo. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture. Bye bye!